bonjour! Alors, bienvenue dans ce tout nouveau vlog de l'Avent. Long time aussi, comme on dit, hein, n'est-ce pas? J'ai terminé les dernières prises d'image assez tard hier soir, puis me revoici déjà ce matin. Vous n'avez pas la possibilité de me voir en pitch, mais vous me voyez en pré-course plutôt que ce soit en post-course. On est le vendredi 6 décembre et ben voilà. Je viens vous parler pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je suis censée aller courir. Quand je dis censée, c'est pour moi, là, pour mon bien, pas parce que j'ai comme un dogme. Mais là, il fait -7 plus le vent. Donc, température ressentie -14. Puis là, ça va être ma première fois de l'hiver où je me dis que je peux pas avoir une excuse pour pas y aller. Mais je vais y aller, mais j'ai besoin d'un peu retarder le moment. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors, on va retarder ça ensemble avec bonheur et joie. En même temps, ça va me permettre de faire un peu d'image avant de partir pour le boulot. Donc, voilà, vendredi 6 décembre. Avant de commencer quoi que ce soit, je ne savais pas trop. Ce matin, c'est une date spéciale. Au Québec, c'est une date triste, une commémoration triste, c'est-à-dire qu'il y a 35 ans, il est arrivé un féminicide de masse qui s'est passé. Donc, le 6 décembre 1989, ça s'est passé à l'École polytechnique à Montréal et c'est un homme qui est entré dans les classes de l'École polytechnique et qui a tué à la mitraillette, je pense, seulement des femmes qui étaient des étudiantes à ce moment-là, dans des programmes de polytechnique, donc des programmes qui, à l'époque, étaient bien entendu ouverts au sexe féminin, mais c'est des enfants qui avaient quand même une certaine prédominance des gars dans ces programmes-là. Et ça s'est passé et ça a laissé une blessure béante, évidemment, non seulement dans le cœur de ces familles-là, mais ça a vraiment frappé le Québec en pleine face en se disant, ben, c'est pas juste ailleurs, ça se passe évidemment, là, malheureusement, je dois vous dire que les féminicides se passent ici, je suis pas ignorante, puis je suis pas non plus innocente à ce point-là, mais ce genre de féminicide de masse-là, ça avait créé vraiment une onde de choc. Puis à chaque année, le 6 décembre, il y a cette espèce de moment qu'on décide de prendre pour pas oublier, pour être sûr de d'éviter les dérives, de faire les bonnes actions ou de garder le bon état d'esprit pour que les choses se reproduisent pas ou en tout cas se reproduisent le moins possible. Puis j'ai hésité, je voulais vous en parler, je me sens un peu c'est tellement un événement qui est plus grand que tout, puis évidemment qu'on ne veut pas enlever l'espace à ceux qui ont vécu ça de près, puis qui ont besoin justement à ce moment-là pour potentiellement commémorer, puis bon, continuer à faire leur deuil et leur processus personnel. Euh, mais en même temps, je demeure une femme au Québec, donc je me dis, je peux peut-être en parler quand même un peu. Puis j'hésitais, évidemment, je m'étais dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour ça? Je pourrais vous suggérer des lectures, je pourrais... Mais, puis oui, il y en a plein. D'ailleurs, le plus récent document que j'ai reçu, donc le petit essai, là, les essais documents chez Atelier 10 que j'ai reçu d'Aurélie Lanto, je vais vous mettre la vignette. Ah, ça répète une suggestion, mais j'avais envie de passer par ailleurs, par un autre endroit qui a en fait des suggestions d'essais qui sensibilisent à grands coups de vérité, de confrontation d'idées et tout à fait, de façon tout à fait pertinente, l'ensemble de la population pour justement faire en sorte que ce genre de choses-là, que les terreaux soient moins propices pour que ce genre de féminicide, pour que les féminicides continuent de se poursuivre et tout ça. Mais je me suis dit qu'on pouvait y aller bien humblement, comme individu seulement. De mon côté, j'ai grandi dans une bulle familiale où c'était clair que, bon, c'est pas nécessairement qu'on était une bulle familiale féministe, mais en quelque sorte, et même dans la famille élargie, c'était une famille qui était très ouverte à toutes sortes de réalités, au sein de laquelle les dogmes de la société à l'époque, qui étaient un peu plus, bon, évidemment, après les années 60, ça avait quand même un peu changé au Québec, là, les femmes avaient quand même un peu plus d'autonomie, mais pareil, disons, le côté un peu plus traditionnel était là. En même temps, il y avait comme une grande ouverture. Il y avait aussi beaucoup de discussions possibles. Et donc, j'ai grandi dans ce genre de milieu-là. Donc, je me considère privilégiée d'avoir eu l'opportunité de grandir dans ce genre de bulle-là. Donc, dès le départ, d'avoir été exposée à toutes sortes de réalités. Sans censure, d'avoir eu, entre autres, une maman à qui j'ai posé des millions de questions puis qui a dû s'arracher les cheveux à l'époque parce que c'était pas des questions faciles. J'étais vraiment une enfant, ben, je sais pas, j'étais comme une enfant un peu intellectuelle, je pense, dès le départ. J'ai beaucoup évolué autour des adultes. Donc, je posais des questions, puis peut-être que ça peut être surprenant des fois à un certain âge de poser ce genre de questions-là. Puis, ma mère a toujours
a toujours tenu le bâton avec détermination et beaucoup de simplicité, mais en même temps je sais pas, de c'était lumineux, dans le fond, malgré tout. C'était pas nécessairement, elle me parlait pas en mettant en lumière les choses qui pouvaient être épeurantes. Euh, donc, j'ai eu cette opportunité-là. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là. Puis même dans mon cercle d'amis, éloignés ou rapprochés, ça veut pas dire nécessairement que tout le monde a grandi dans des milieux qui étaient plus fermés. Mais chaque milieu familial a son histoire, a son bagage. On sait pas, hein? Donc, et puis chaque individu a son tempérament, on ne sait pas comment ils vont réagir à ça. Donc, je voulais juste souligner que j'ai grandi là-dedans, j'ai été chanceuse. Puis je pense quand même que si j'avais pas eu l'opportunité de grandir dans ce genre de milieu-là, étant quelqu'un d'anxieux, donc quelqu'un qui a tendance à voir toujours le pire qui va arriver, à ressentir beaucoup de crainte, lorsque ce sont des choses nouvelles ou des choses pour lesquelles on ne peut pas vraiment contrôler, j'aurais peut-être pu potentiellement être gouvernée par la peur. Puis bon, étant donné que je suis une fille, c'est sûr que peut-être que les risques de dérive étaient là, mais peut-être moins grands. Mais je me suis dit, je pense à tout le monde qui a grandi dans des milieux qui étaient peut-être moins favorables, puis dépendant de leurs ressources ou de leur volonté, qui ont peut-être été tentés plus par la peur. Puis je pense que c'est par là, en fait, qu'il faut essayer de voir la solution. Tout le monde le sait, là, c'est pas nouveau, je réinvente pas la roue. Mais ce que j'ai goût de nous souhaiter pour la suite des choses, c'est bien sûr des mesures concrètes. Au Québec, on a encore, ça fait des dizaines d'années qu'on parle d'un contrôle des armes à feu plus, plus, hein? Essayer de se différencier de nos voisins du Sud. Et c'est difficile politiquement, les gens font moins le saut, il y a des gens qui se sentent heurtés parce que, dans le fond, c'est des gens qui utilisent des armes à feu dans un contexte légal et pas nécessairement violent. Mais je nous souhaite qu'on continue à essayer de cultiver l'ouverture. Puis là, je parle même, je me considère comme quelqu'un qui est ouverte, mais je me considère aussi comme quelqu'un qui peut réagir en mode anxiété-peur. Puis je pense que personne n'est à l'abri de réagir à une situation particulière euh, par la peur. Et c'est ça qui mène à ce genre d'extrême-là, que ce soit des féminicides, des tueries de masse, plein d'autres choses dans le fond. Ça justifie absolument rien. Hein. C'est pas, je veux dire, je dis pas que la personne qui fait ces atrocités-là est justifiée, sauf que je trouve que en plus des mesures concrètes, donc meilleur contrôle des armes à feu, en parler un peu partout, s'assurer que les ressources sont là, essayer d'ajuster un peu nos... Ben justement, que ça passe aussi dans l'éducation à la maison, à l'école, que tout le monde soit concerné. Puis là, quand on parle des féminicides, bien souvent, ça va polariser parce qu'on va dire les gars, les filles, mais en fait, j'ai aussi eu la chance de grandir parmi un bout de société dans lequel il y avait des gens de tous les genres qui étaient ouverts. Donc, en ce moment, depuis de nombreuses années, je suis avec un copain, un époux, qui a aussi cette ouverture-là, qui n'est pas parfait, qui a des moments comme tout le monde, là, de choses qu'on se dit, oh mon Dieu, c'est vrai, je suis en train de complètement, quelle réaction. Mais je pense qu'il faut aussi cultiver ça. Puis je suis encouragée quand même de voir que, donc, ce que je veux dire, c'est que cette partie-là d'ouverture, il y a la sensibilisation coup de poing qui demeure nécessaire, mais il faut aussi inclure, donc ne pas exclure nécessairement un genre systématiquement, par exemple le genre masculin, parce qu'en fait, c'est ça qui va générer potentiellement la peur en plus. Donc, pour des esprits qui sont fragiles, des esprits qui ont des problématiques, bien peut-être que ça peut malheureusement contribuer à faire l'effet contraire. Donc, moi, ce que je nous souhaite, c'est ça, c'est de continuer à cultiver l'ouverture en plus des mesures concrètes, continuer à cultiver l'ouverture, l'inclusion, mais surtout comme le dialogue. Genre, quelqu'un qui se sent pas bien dans une situation, euh, il faudrait qu'il puisse en parler. Il faudrait qu'il puisse en parler sans jugement, puis se faire aider au besoin. S'il y a quelque chose, évidemment, comme par exemple l'homme qui est rentré puis qui a fait ça, évidemment, il a besoin d'aide, clairement. Et je trouve que c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer. Évidemment qu'il y a une pléthore d'ouvrages qui peuvent servir à ouvrir certains esprits. C'est pas tout le monde qui répond nécessairement à des lectures ou il y en a qui préfèrent, qui vont réagir plus quand ce sont des podcasts, quand c'est des émissions, de façon ponctuelle ou juste à tous les jours. Chaque personne a sa formule, mais je pense juste de garder ça en tête. Ouverture, inclusion, dialogue. Il me semble que ça nous permettrait de poursuivre la suite des choses dans un moment un peu plus
en tout cas, d'avoir le meilleur de nos capacités à notre disposition dans ce qui s'en vient, parce que c'est aussi un contexte, si on sort de l'événement du 6 décembre 89, c'est bien entendu un contexte qu'on sait qui est rendu mondial. Donc, tu sais, les voisins du Sud sont vraiment pas loin, puis nous, on sait, c'est pas loin la frontière des États-Unis pour nous. Puis avec tout ce qui se passe au niveau politique, ben c'est sûr qu'on est dans un moment épeurant. Donc, je pense que il faut mettre toutes les chances de notre côté, mais je pense qu'il faut comme inclure tout le monde dans la solution. Puis je sais que c'est évident ce que je dis, puis j'ai peut-être que je vais avoir l'air de... Je veux pas pontifier ou rien, mais je nous souhaite ça. Je réitère, je trouve, la nécessité de ça. Puis je me le réitère à moi aussi, que des fois, on est dans des moments où on va moins bien, on a comme besoin à ce moment-là, souvent, de se replier un peu sur nous-mêmes, puis d'arrêter de s'exposer à des choses qui sont changeantes puis qui nous confrontent. Mais il ne faut pas oublier non plus de continuer quand même à se confronter à certaines choses pour être sûr de ne pas se replier sur soi-même puis de ne pas... ben c'est ça, de ne pas dériver ensuite sans plus pouvoir sortir de cette espèce de cercle qui n'est pas nécessairement un cercle de réflexion-là, qui est pas du tout dans l'inclusion, dans le dialogue. Puis, ben voilà, dernier merci à ma petite bulle familiale et ma petite maman en particulier, qui m'a comme un peu inculqué ça, puis qui est la personne qui incarne le plus, selon moi, ça dans mon entourage. Donc, qui continue à le faire du haut de de son, je dirais pas son âge, mais de son dynamique, de sa dynamique troisième partie de vie, disons. Je crois qu'elle continue quand même à l'incarner. Donc, à tous ces mamans-là, à tous ces papas-là, à tous ces amis, ces familles-là, qui vont faire en sorte que c'est ça, comme je vous dis, l'ouverture, l'inclusion puis le dialogue demeurent au menu. Ben merci. Puis on continue, on lâche pas. Alors voilà, c'est mon moment de... Et mon chat qui arrive juste au bon moment pour essayer de faire une transition plus légère. Donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, parlant de transition, j'ai été interrompue parce que il y avait mon doux qui attendait patiemment que je finisse mon envolée spontanée pour pas déranger le vlog. Quand je vous dis que ça fait partie des petites choses des fois comme ça qui font partie de la solution. Alors, on passe aux choses plus en surface, mais que ça fait du bien quand même d'être dans l'esprit des fêtes malgré tout. Alors, on part avec les fameux calendriers de la journée de l'Avent. Grosse transition, hein, je sais. J'ose faire une grosse transition parce qu'à un moment donné, ça fait partie des choses aussi qu'il faut qu'on fasse. Alors, commençons par ma tranche du mot. Ouais, donc, le fameux McSweeney Advent Calendar, comme ça. Et on est rendu au jour numéro 6. Puis là, je vais terminer une couleur. Alors, je ne sais pas si on le voit. Je vois pas en quoi c'est un accomplissement, mais ce matin, j'ai fait comme « Ouh, je termine une couleur! » Des fois, ça ne prend pas beaucoup pour que la journée parte du bon pied. Donc, attendez, je vais prendre le dernier petit bleu, si j'arrive à sortir de là, encore une fois. J'ai pas écrit mes commentaires encore aux éditeurs de ce calendrier-là, mais si je peux, je pense que je vais le faire pour que ce soit constructif et leur dire que je serais prête à payer peut-être 2 $ de plus s'il y avait un petit peu plus de jus dans leur coffret. Alors, le numéro 6. Et cette fois-ci, on a le droit à Ayn Rand writes Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Donc, j'imagine que c'est quelqu'un de connu, que, encore une fois, je ne connais pas, et qui va sans doute réécrire Rudolph le petit reine au nez rouge. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, je l'apporterai peut-être pour future lecture dans ma pause repas aujourd'hui. Vu que c'est un petit truc qui se glisse dans la poche, c'est chouette. Alors, voilà pour le calendrier, celui-ci. Ensuite, on a on est rendu à la journée Miss Marple. Donc, Miss Marple, nouvelle mouture. Et cette fois-ci, je vous l'avais dit la dernière fois, mais on est rendu à un que j'appréhende un peu, mais qui s'appelle Miss Marple Takes Manhattan d'Alyssa Cole. Donc, j'ai un peu peur, comme je vous disais, parce que ça me donne l'impression que peut-être qu'on va trop sortir Miss Marple de ce dans quoi elle devrait évoluer, c'est-à-dire l'Angleterre. Mais je viens de vous parler d'ouverture et d'oser. Et voilà, voyez-vous, ça c'est un petit réflexe de fille anxieuse. Alors voilà, osons. Faisons sortir Miss Marple d'Angleterre et amenons-la à Manhattan. On verra bien. Donc celui-là, je vais sans doute l'écouter en audio aujourd'hui dans mon premier déplacement de la journée. Évidemment avec mon mini-chapitre de Winston Delivered Christmas.
Hier, je vous avais pas parlé, mais je l'ai écouté. C'est super cute. C'est vraiment, évidemment, c'est pas très long là, comme chapitre, mais c'est découpé. Là, mais le plus ça va, puis plus ça va être morcelé. Là, on a suivi Winston qui s'est rendu compte qu'il fallait qu'il fasse sa livraison de lettres au Père Noël. Puis que là, il est là, mon Dieu, j'ai tellement pas de temps pour le faire. On est le 24 décembre, puis il sait même pas comment il va faire pour se rendre là parce qu'il est tout petit, il a des petites pattes et tout. Puis qu'elle a essayé de se promener pour trouver une solution. Puis il se promène entre les boutiques, puis là, ça sent bon, puis il a faim, puis il sait pas trop quoi faire. Puis là, dans le fond, au dernier chapitre, ça se termine sur qu'il est devant une vitrine et là, il voit quelque chose. Évidemment, on ne sait pas ce que c'est, mais je vais le savoir aujourd'hui. Donc, je vous le dirai peut-être pas, mais j'ai bien hâte quand même. Et sinon, encore une fois, on a le fameux livre de l'Avent pour les grands, donc 24 étoiles de Noël. Si j'arrive à le faire focusser. Allez! Voilà. Non? Ah, c'est parce qu'il focus sur mon petit toutou, je pense. 24 étoiles de Noël. Voilà. Et on est rendu au chapitre 6. Une vieille bique avec un bouquet de fleurs est toujours une vieille bique. Bon, on n'est pas trop dans la tolérance, mais voici. Et je vais encore une fois utiliser un autre marque-page out of print. Comme je vous disais, là, j'ai out of print, mais sinon de la compagnie. Hein, ça ne veut pas dire qu'il est épuisé. C'est un jeu de mots de compagnie marketing. C'est excellent, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, bien rigide et un peu coupant sur les bords. Alors, je vais ouvrir mon chapitre avec dextérité et expertise. Faut bien rire, hein, le matin. Donc, alors voilà. Et on va découvrir, Anastasia. Donc ça, je vais peut-être le lire avant de partir si j'ai le temps. Ou sinon, je me l'apporte aussi pour ma pause repas. Donc, voilà. C'était les calendriers de l'Avent du jour. Il va rester le calendrier Walker que je vais peut-être ouvrir avec mon copain ce soir quand je vais revenir. Parce que je travaille plus tard. Et puis, ben c'est ça. Mais comme je vous ai quand même offert finalement un petit moment philosophique d'actualité, ben, je me suis dit qu'au pire aller, si j'ai pas trop de choses à vous montrer aujourd'hui parce que je travaille encore beaucoup, au moins j'ai pris cette prise de parole-là que j'avais envie de faire avec vous. Alors, ben, sans plus tarder, on poursuit ce vlog de l'avant-là parce que je l'ai lancé, évidemment, finalement. Je me suis lancée dans le vif du sujet. Je vais oser aller courir à moins 14, je crois. Et ben, au pire, je vous montrerai ma petite face de fille au jour rouge en revenant. Puis on verra pour la suite de la journée. Allez, à tout de suite. Prête, pas prête? J'y vais. Alors, c'est le temps de ma pause repas et du petit topo. Je viens tout juste, en fait, de finir d'écouter le fameux mystère de la journée, le calendrier de l'Avent improvisé. Donc, Miss Marple Takes Manhattan d'Alyssa Cole, donc dans ce nouveau recueil-là, de nouvelles moutures de Miss Marple. Et je vous jure que j'ai donné toutes les chances que je pouvais, puis ça l'a pas vraiment fait pour moi. Donc, c'est pas mauvais, mais c'est comme, pour moi, ça a été comme... C'est pas si bien cousu. Je me serais attendue à... comment je pourrais dire? C'est une nouvelle que j'ai trouvée longue, mais pour rien. Dans le sens que la mise en contexte était super longue. On a Miss Marple à Manhattan. Déjà, c'était comme plus ou moins crédible. Ils ont fait des efforts pour... elle a fait des efforts, plutôt, Alyssa Cole, pour... bon, l'enfant, elle l'a envoyé Miss Marple à New York avec son son neveu Raymond, qui est l'auteur. Et comme quoi, dans le fond, il y a un de ses romans qui allait être pris sur Broadway en pièce de théâtre. Donc, c'était une belle piste pour que ce soit plausible. Mais après ça, rendu là-bas, on va voir Miss Marple qui est comme hyper protégée par Raymond, son neveu, puis la femme de son neveu. Ils veulent pas qu'elle sorte, puis tout ça, puis elle avait exploré. Donc, tu sais, c'est comme correct. Puis c'est vrai qu'il est toujours très comme protecteur, Raymond, mais là, on dirait que ça faisait moins quelque chose. Déjà en partant, ça accrochait un peu. Puis après ça,
c'est super long avant qu'on arrive au moment où il va se passer quelque chose. En fait, tout se passe comme dans les 6 dernières pages, puis je pense que c'est une nouvelle qui fait quand même pas mal de pages. Je sais pas si j'ai la... je dois avoir la table des matières, pas très loin. Alors... ouais, comparé, disons, aux autres, elle est presque aussi longue que la première nouvelle de Lucy Foley, mais c'est vraiment mieux équilibré. Là, dans le fond, on a voulu comme vraiment mettre en contexte, on dirait, faire en sorte que Manhattan soit un personnage. Puis on est vraiment comme dans les clichés un peu des États-Unis, mais en même temps, j'imagine qu'on jouait un peu avec ça, parce que bon, ça reste quand même que pour Miss Marple, on exploite aussi un peu les clichés, là, même au niveau de l'Angleterre. Mais bon, c'est ça. Bon, on va parler de Broadway. Il va y avoir, dans le fond, des sujets qui sont abordés comme par exemple la discrimination raciale. Bon, tu sais qu'on a déjà ça qui se passe. Miss Marple a l'air un peu en dehors de ça. Puis après ça, il va se passer un événement qui est un peu comme un non-événement, puis qui va devenir en fait le cœur de l'enquête qui va se résoudre dans 2-3 pages. Donc, je pense qu'en fait, ça va un peu plus du tout. Donc, je ne sais pas, peut-être que cette autrice-là, je ne l'ai jamais lu ailleurs. Donc, est-ce que vous avez déjà lu du Alyssa Cole? Si oui, manifestez-vous. Je ne sais pas c'est quoi son genre de prédilection. Puis comme je vous dis, c'est pas que, tu sais, il y a quand même eu des efforts, comme je vous dis, pas encore une fois, peut-être pas tout reprendre le contexte, parce que volontairement, elle a fait s'exiler Miss Marple, puis c'était un bel essai. Puis elle a repris quand même des personnages qui sont là. Il y a quelques références à d'autres Miss Marple, donc on sent qu'il y a un effort de, comme un peu intégrer la nouveauté dans l'ancien. Mais on dirait que, pour moi, il n'y a pas de liant. Puis en plus, je me suis pas du tout en fait, attachés aux personnages. On les a vus comme un peu trop rapidement. Il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de profondeur. Donc, ça ne l'a pas vraiment fait pour moi. Donc, je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Et dans 2 jours, je vais me lancer dans The Unraveling. Et c'est de... Je vais y arriver. De Nathalie Haynes. Je ne connais pas du tout non plus. Donc, écoutez, lecture du jour un peu en demi-teinte, mais bon, c'est pas grave. Je vais continuer mon calendrier de l'Avent et potentiellement mon livre audio au retour, donc le fameux Benjamin Stevenson. Puis, je ne sais pas si je vais avoir du temps pour vous reprendre parce que, bon, la journée avance déjà beaucoup. Puis, quand je vais revenir, il va être très tard ce soir. Puis, je pense que j'ai peut-être envie de faire en sorte que le vlog soit déjà comme monté puis mis en ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une conclusion maintenant. Si vous la voyez, c'est que malheureusement, on ne va pas se revoir. Puis sinon, c'est que j'ai peut-être eu le temps de vous faire un petit coucou parce que j'avais quelque chose à vous montrer absolument. J'espère que ce petit vlog sans événement particulier, mais quand même, qui était en fait un vlog pour souligner en fait commémoratif en fait du fameux 6 décembre 89. Donc, c'est plus ça que j'avais envie de vous souffler aujourd'hui. Mais pour le restant, à part la nouvelle de Miss Marple, en effet, j'ai pas lu d'autres choses, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, j'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Vous, comment vous voyez ça, les réécritures en fait, des suites de romans déjà complétés par un auteur, par exemple. Il y a déjà eu des choses comme ça avec beaucoup avec Orgueil et Préjugés. Donc, différents auteurs qui s'emparent de ça puis qui le font. Je pense qu'il y avait une suite comme ça pour Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell. Il y en a plein, là, mais dans celles qui me viennent en tête. Est-ce que vous êtes tellement attaché au personnage que vous n'osez pas, parce que ce qui vous intéresse vraiment, c'est la nature même du personnage, ou ça vous intéresse justement de voir comment on peut réexplorer un personnage bien connu, puis arriver à en saisir l'essence, puis malgré tout le faire évoluer autrement dans un autre contexte? Je suis bien curieuse. N'hésitez pas à vous prononcer. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, ce sera donc la fin de ce petit vlog de l'Avent. Puis nous, de toute façon, on se revoit dès demain. Et j'espère que d'ici à demain, vous aurez peut-être terminé un bon livre. Alors voilà, à demain!